Mesdames et messieurs, chers tous, bonjour. Bonjour et merci pour votre fidélité à ce programme qui donne la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de la question d'entrepreneuriat et pour parler de cette question, nous avons réuni pour vous 3 poids lourds du domaine avec lesquels nous allons faire un partage d'expérience afin que les uns et les autres se sentent motivés et encouragés dans leur élan entrepreneurial. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter nos invités du jour. On va partir du plus jeune au plus ancien, Monsieur Darwin Zogué. Bonjour. Monsieur Marvin. Comment tu vas? Je me porte pour l'instant bien, ça va, j'espère que vous également. Ça va très bien, merci, c'est gentil de ta part. Tu es étudiant à l'université Omar Bongo et parallèlement à tes études, tu es photographe. Ça se passe bien? Dans l'ensemble, tout se déroule bien, même si il n'en demeure pas moins qu'il y a des petits bobos, mais quand même tout va bien, ça se déroule bien. C'est très bien, ce sont les aléas de la vie et il faut vivre avec. À ma droite, Monsieur Sir Essonba, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va parfaitement bien. C'est vrai qu'il y a le corona qui est là et qui sévit éventuellement sur tous les angles, mais on fait le nécessaire de rester concentré, donc ça va. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes dans le domaine du notariat, c'est ce que vous faites, voilà, vous êtes notaire de formation. Ouais. Et à côté de cela, vous êtes CIO d'une agence qui exerce dans l'accompagnement, l'orientation scolaire. Ouais. Et c'est une structure qui est en pleine éclosion, puisque vous entendez justement partir à l'international et diversifier vos différentes activités. Oui, bien entendu. Déjà de base, comme vous avez planté le décor sur le notariat, c'est vraiment ma profession, c'est ce que j'ai fait à l'école. Okay. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat de façon atypique et je me suis retrouvé à l'intérieur. Et aujourd'hui, Anna Service compte à peu près 4 ans d'expérience, mais de façon officielle, on va dire 2 ans. C'est beaucoup d'engagement au quotidien et je pourrais dire qu'on a déjà quand même assimilé beaucoup de choses et on a planté le décor sur le contexte général, sur l'orientation scolaire. Et aujourd'hui, on fait notre petit bout de chemin. C'est vrai qu'à court, moyen, long terme, on se propose d'aller à l'étranger, c'est-à-dire d'abord la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'objectif ne se cache plus. On entreprend et on entreprend pour faire la guerre. Et vous dites que c'est le fruit d'une révélation divine. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'était un moment assez compliqué de ma vie. Okay. D'ailleurs, j'en reparlais avec M. Jérémy Zébian lorsqu'on était au Wake Up Day. On a partagé de bons vécus ensemble. Et donc, j'expliquais à l'intérieur, d'ailleurs, je le reprends aussi dans mon livre parce que j'ai édité un livre qui sortira bientôt, qui s'intitule Métamorphose. J'expliquais à l'intérieur que l'objectif pour moi n'était pas tout de suite de rentrer dans l'entrepreneuriat parce que je souhaitais me faire de l'argent. Okay. C'est parce qu'au préalable, j'avais été dans une situation très morose de ma vie, très chaotique, où je ne trouvais plus de ressources suffisantes pour en ressortir. C'est bien compris. Et donc là, j'ai fait le nécessaire. Dans tous les cas, nous sommes là pour parler de ces questions-là et on en revient très vite avec vous. Ça marche. Le temps de rappeler que vous êtes un stratège, entrepreneur engagé et passionné. Et chaque matin, vous vous levez avec la même dextérité, c'est vrai ça? Sinon un peu plus. Chaque matin, je me lève avec la même énergie, sinon un peu plus. Ok, on reviendra sur vos motivations. Qu'est-ce qui vous encourage à garder cet élan de motivation? Face à vous, c'est un aîné, c'est un grand frère, c'est un baron du domaine de l'entrepreneuriat. Ouais. Monsieur Jérémy Zébian, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes ingénieur financier. Vous avez travaillé pour le ministère du Budget et des Comptes publics en tant que consultant chargé d'études du directeur du programme d'appui institutionnel. Par après, vous avez été responsable du développement et gestion de projets dans un cabinet spécialisé et en stratégie de relations publiques. Ça vous fait 6 ans d'expérience dans le conseil. 8 ans aujourd'hui. 8 ans aujourd'hui. C'est ça. C'est une très grosse expérience. Et vous avez plusieurs distinctions que vous traînez avec vous. Entre autres, vous êtes lauréat du prix Tony Elumelu Entrepreneurial Programme. Vous êtes lauréat du prix Innovation by Dangote Foundation 2018. Il y a beaucoup d'autres prix comme ça. On va pas tous les citer. Mais il faut dire que vous avez fait du chemin. Oui, effectivement, très tôt dans mon parcours d'étudiant, j'avais à cœur de participer de manière active à la transformation du continent africain et à avoir un impact marquant, non seulement sur mes contemporains, mais également sur l'histoire, parce qu'en fait, je suis fan. Et mon père m'a toujours répété qu'un homme ne passe pas sur terre
comme ça. Il faut laisser sa trace et je me suis décidé de laisser ma trace en ayant un impact tant d'un point de vue économique, grâce à des activités génératrices de revenus, de l'entrepreneuriat, mais également d'un point de vue moral, en étant auprès de mes contemporains un modèle de père de famille, d'homme, d'amis, etc. Et donc je me suis très vite choisi comme modèle, comme cheval de bataille l'entrepreneuriat, parce que grâce à cette activité, j'avais l'opportunité d'accompagner les gens dans la satisfaction de leurs besoins, mais également d'avoir de l'impact sur toutes les personnes qui m'entouraient. Monsieur Jérémy Zédian, merci pour toutes ces précisions. Avant d'aller plus loin dans ces échanges, on va regarder cet extrait du président Abdoulaye Wade qui, à l'intérieur, nous laisse entendre qu'à chaque fois qu'un étudiant sort de l'université, c'est pas la fonction publique de l'embaucher. Regardons cet élément. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. La règle que j'ai toujours adoptée, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui ont des diplômes croient que par là même, ils ont droit à une place dans la fonction publique. C'est une erreur. Quand j'étais professeur d'économie, quand les étudiants avaient la maîtrise, je leur dirais, bon, félicitations. Ils me disaient, oui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, vous allez vous débrouiller. C'est-à-dire qu'il faut avoir des initiatives, il faut créer des sociétés. Ma femme est là, elle cherche un médecin pour Kédougou. Parce qu'il faut aussi nous dire la vérité. On ne trouve pas, ou rarement, des médecins sénégalais qui veulent aller à Kédougou. Et s'il y en a un d'entre vous qui est à la fin de son doctorat de médecine et qui est volontaire pour aller en brousse, je vous garantis que je vais l'embaucher. Une intervention des plus pertinentes. Je vais me tourner vers M. Sir Essonba. On écoutait M. Abdoulaye Wade. Dites-nous, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que entreprendre, c'est une nécessité, parce que le chômage frappe, parce qu'il y a la faim et il y a la soif. Il faut bien se prendre en charge. Comment vous faites pour entreprendre? Comment on entreprend? Déjà, c'est une question assez complexe et ça dépend bien entendu des façons ou des facultés de penser de tout un chacun. Pour ma part, aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat, je l'expliquais de façon atypique. Et chaque jour, je me lève avec la même énergie, je disais. Et aujourd'hui, si j'arrive à entreprendre et garder surtout une ligne linéaire, parce que c'est super important, c'est parce qu'au préalable, j'ai des points d'ancrage qui voudrait dire que je me lève chaque matin parce que j'ai un but. Et d'ailleurs, ce que M. Jérémy reprenait, on ne vient pas sur Terre pour glander. Lorsqu'on vient sur Terre, c'est pour accomplir une destinée, c'est une mission. Et donc moi, je m'inscris dans cet élan-là. C'est bien compris. Monsieur Darwin Zogué qui est avec nous, alors dites-nous, vous êtes photographe, on le disait tout à l'heure, et puis on vous voit dans les coins de rue de Libreville avec votre appareil en longueur de journée pour travailler votre argent. Comment ça se passe, Monsieur Darwin Zogué? D'abord, lorsqu'on s'engage à faire ce genre d'activité, sachant qu'on est à la vue de tout le monde, on est censé accepter le tempérament de tout le monde. Comme par exemple filmer quelqu'un qui n'est pas d'accord que vous le filmez sans demander sa permission. C'est souvent ce genre de problème qu'on rencontre parce que le client facilement lève la voix sur toi. Tu devras accepter que c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui apprécie ce que l'on fait. Mais par contre, il y a d'autres, si tu demandes la permission, la personne te dira, bon, moi, régulièrement, je ne sors pas bien dans les photos. Lorsque on m'interpelle, je suis mieux dans les photos surprises. Donc, on rencontre souvent cette différence dans la clientèle. Et si tu es déterminé, comme mon aîné disait tout à l'heure, si tu es déterminé, tu vas te lever le lendemain avec encore l'énergie là de dire que je vais sur le terrain, je vais filmer, je vais accepter le tempérament de tout un chacun, je vais avaler ça, je ne vais pas
mais on va dire, je ne vais pas me morfondre ou bien je ne vais pas me décourager. Alors tout au long de cette émission, je viens te rassurer que ta détermination va recevoir un coup de souffle de la part de nos aînés ici présents. Monsieur Jérémy Zébian, je le rappelle à juste titre, vous êtes ingénieur financier. Et lorsque vous parlez d'entrepreneuriat, vous parlez du contexte gabonais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par contexte gabonais ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Gabon est un pays atypique, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, le Gabon aujourd'hui présente pas mal d'indicateurs économiques très positifs, notamment en termes de connectivité, en termes d'attraction de l'écosystème entrepreneurial, en termes d'ouverture vers la sous-région. Mais il n'en demeure pas moins que entreprendre au Gabon reste j'ai envie de dire, un sacerdoce. Tout simplement parce que, par éthique, le client gabonais est très versatile. Il est difficile aujourd'hui pour un entrepreneur de cerner réellement quel est le besoin du client gabonais, parce que justement ce client gabonais, il ne répond j'ai pas envie de dire à aucun standard, mais il ne répond pas à un standard typique. Aujourd'hui, il a un besoin, demain, il en a un autre. Pour vous faire le petit exemple, aujourd'hui, tu peux proposer à un client gabonais un jus de fruits naturel à 5 000 et il va te l'acheter parce qu'il veut l'offrir à sa chérie, à son père ou à sa mère. Et demain, il te critiquera le même produit parce qu'il le trouvera trop cher pour sa consommation quotidienne. Du coup, il est quand même laborieux pour les entrepreneurs de se positionner. Quoique les critiques ont quand même leur place pour l'amélioration du service, des différents produits qui sont proposés. Je dis toujours à tous les entrepreneurs que j'accompagne qu'il faut écouter le client parce que le produit évolue avec le client, mais il ne faut pas faire bouger sa vision en fonction du client. Parce que le client, il veut consommer. La vision, elle doit être fixe. Et donc, c'est à vous de driver votre vision en fonction du besoin du client. Aujourd'hui, Cyr, qui fait dans l'accompagnement des étudiants, dessert certains pays. Il ne va pas ouvrir de nouvelles villes juste parce qu'il y a un seul client qui veut aller vers cette destination. Naturellement. Donc c'est vous dire qu'effectivement, il faut écouter le client, mais il ne faut pas oublier quels sont vos jalons d'évolution, quels sont vos KPI, vos indices d'évolution, pour comprendre comment orienter vos stratégies en vue de l'évolution. Donc justement, cette formation d'ingénieur financier me permet d'avoir un regard froid sur l'évolution d'une start-up, même si je garde cette passion d'entrepreneur. En tout cas, en tant que start-upper, vous avez fait vos preuves et aujourd'hui, vous êtes axé dans le conseil. Je vais me tourner vers Monsieur Sirmba. C'est une question qui chagrine les différents entrepreneurs. C'est la question liée à l'assiette fiscale. Partagez-nous quel a été votre rapport avec l'administration fiscale au début de votre entreprise. Déjà, quand lorsque j'ai ouvert Anna Service, je pense que de mémoire, c'était en 2019. J'étais du côté de la France. Et à vrai dire, je ne me suis pas intéressé à tout ce qui est démarche fiscale et tout ce qui allait avec. J'ai laissé le soin à un cabinet de le faire. Mais je pense que de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, lorsque j'ai ouvert Anna Service officiellement, j'avais droit à avoir, je pense que Jérémy pourra me contredire, 3 ans de base. 3 ans ou 2 ans, je ne payais pas des impôts, eu égard à mon âge aussi. Voilà. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore échelonné ces années-là, donc je pense que je n'ai pas encore à payer des impôts. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que Ciel Consulting me dira dans peu de temps si j'ai à payer ou pas. Eu égard à son âge, c'est bon à entendre. Je vais me retourner vers Monsieur Jérémy Zébian. Alors dites-nous, on se rend compte que plusieurs entrepreneurs se sentent contraints de continuer le travail au noir, je vais le dire comme ça, dans l'informel, parce que ce qui est formel est lourd, ce qui est formel est coûteux. Il y a des impôts qui sont là au bout d'1 mois. Je crois que la patente, c'est après 1 mois d'exercice, ça dépend. Et d'ailleurs, ça a changé, je pense, dernièrement. C'est plus le code des impôts bouge beaucoup. Mais dites-nous quand même, on se rend compte que ce rapport entre l'administration fiscale et les entrepreneurs, c'est un rapport, j'ai envie de dire, conflictueux. Là, ça passe pas, ça se croise pas, Monsieur Jérémy. Si vous m'aurez posé cette question hors antenne, j'aurais répondu différemment, mais bon. Non, mais alors dans le chemin de vie d'une entreprise, il est important de comprendre ce qu'on appelle la notion du modèle économique. Concrètement, le modèle économique, c'est comment vous gagnez de l'argent.
Alors ce que moi je dis à toutes les personnes que j'accompagne dans l'entrepreneuriat, c'est que tant que tu n'as pas compris ton modèle économique, il ne faut pas aller te formaliser. Parce que tu ne sauras même pas quoi dire à l'administration fiscale. Il faut commencer, il faut se lancer, il faut prototyper. Tu as une idée, très vite tu la mets sur le marché et tu vois comment ça réagit avec le marché. Ouais. Et une fois que tu te rends compte qu'il y a un marché qui existe, il y a une activité qui commence à se formaliser, tu as des fournisseurs fixes, tu as des clients fixes, tu as un circuit de distribution fixe, à ce moment, tu vas te faire formaliser et là, tu sais dans quelle catégorie te mettre, même par rapport à l'administration fiscale. Et oui, à ce moment, tu vas payer des impôts, tu vas payer des taxes, mais il ne faut pas se dire que c'est lourd. Parce qu'en fait, tout ce que l'État collecte auprès des PME, des entreprises, en fait, vous est retourné d'une manière ou d'une autre. C'est cet argent. C'est le principe, c'était pas la réalité, mais c'est le principe. En théorie. C'est le principe. Mais pour vous prendre un exemple très simple, lorsque la crise liée au coronavirus a sévi fortement dans notre pays, le chef de l'État a décidé de mettre en place un fonds qui était dédié à soutenir les PME. Ouais. Alors, d'où vous pensez que cet argent est sorti? Naturellement, des différents impôts, des collectes. Exactement. Donc aujourd'hui, vous êtes une PME qui n'est pas formalisée, qui ne paye pas d'impôts, et vous vous présentez au ministère de l'économie pour réclamer une part de ce fonds. C'est juste anormal. Okay. Vous voyez, et, en fait, dans d'autres cieux, notamment en France, au Sénégal, des structures comme la Chambre de commerce ont un rôle beaucoup plus visible qu'au Gabon, bien que notre chambre de commerce est forte, et d'ailleurs à sa tête à Madame Danielle Biwaou qui se bat beaucoup pour l'entrepreneuriat local. Donc moi je dis que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, même si vous n'allez pas vous formaliser tout de suite, n'hésitez pas de vous rapprocher de ce genre de structure, la chambre de commerce, les associations telles que l'ABJA, OSEG, etc., qui vont vous aider, qui vont vous créer un réseau déjà, et qui vont vous aider à évoluer dans votre aventure pour que vous ne soyez pas tout seul. Parce que personne n'a jamais réussi dans l'entrepreneuriat tout seul. C'est impossible. Donc l'administration fiscale, oui, mais c'est pas lourd en réalité. Parce que dès que vous avez votre modèle économique, dès que vous générez assez d'argent, ce que vous versez aux impôts, j'ai envie de dire, est très résiduel. Comparé à la France, par exemple, en termes d'impôts, c'est plus énorme. Allons-y demander à M. Darwin, alors, quel est son modèle économique. Mais avant, j'ai envie de te demander, Darwin, est-ce que dans l'activité de photographe que vous faites, vous êtes constitué en organisation? Est-ce que dans votre activité de photographe, vous êtes emmené à payer quelques impôts? Est-ce que la mairie passe vous voir souvent? Comment ça se passe? Pour l'instant, on n'a pas encore de soucis avec la mairie. Du moins, on n'est pas encore à la vue de la mairie. Bah c'est très bien, c'est le temps de faire beaucoup d'économies. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler pour un grand frère qui m'avait remis un appareil. Je travaillais donc, je faisais un versement par jour. Disons comme un taximan, quoi. Tu travailles et tu as une somme à verser chaque soir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis, avec les revenus, j'ai pu... Bon, ce qui m'est revenu après avoir mis la somme à verser à côté, ce qui m'est revenu, j'ai pu épargner un peu petit à petit. Après, j'ai pu m'offrir un appareil. J'ai pu m'offrir un appareil. Donc, on va dire que présentement, je travaille sur mon propre compte. Malgré ça, je suis censé encore épargner pour amener quelqu'un d'autre aussi à travailler s'il est dans le besoin, à lui fournir un appareil, travailler, et puis aussi à son tour, peut-être qu'il pourra en avoir pour lui. C'est un peu comme ça. Maintenant, ça, c'est pas comment ça se passe. Logiquement, on a un bon nombre de photos à un prix fixé, genre prix homologué. Ok. Après, il y a... J'ai pas saisi, vous avez un prix homologué. Vous dites? Vous avez un prix homologué dans la photo. Ouais, on va dire, d'après notre entendement, depuis que la photographie a commencé, bon, on va dire les shoots ont commencé, il y a une somme précise pour un bon nombre de photos. Comme dans les studios avant, c'était, je crois, une photo à 1000 francs. Et on te la tire à 2000. Et nous, on fait dans le numérique,
les photos, on les transfère dans les appareils. Après, je crois qu'il y a d'autres carrefours qui ont fait maintenant dans la négligence, qui s'hasardent à vendre au-delà du nombre de photos qu'on s'est fixé, à un prix très minable. Et ça a donné une certaine force à la clientèle d'exiger maintenant un nombre de photos par rapport à leur volonté. C'est clair. Aux prix qui se sont fixés. Parce que si moi, au Carrefour à ONG, je paye 5 photos à 500 et que toi, au charbonnage, avec ton appareil qui t'a coûté certainement 600 000, tu me fais payer 5 à 1500, c'est clair que le choix est vite fait. Voilà. Et puis, vu que d'abord, même, il y a aussi la qualité d'image. Ok. Parce qu'il y a d'autres qui font des photos, bon, pas vraiment ça, qui rendent des personnes rouges, oranges. Et puis, lorsque le client est flatté parce qu'il ne maîtrise pas vraiment la qualité de l'image, pour ne pas vite attirer l'attention sur l'image, si elle est vraie ou fausse. Il se permet de vendre que, bon, excusez-moi monsieur, donnez tout ce que vous avez, même si c'est 500, je vous envoie toutes les photos. Mais si tu sais ce que tu fais, tu connais la valeur de ce que tu fais, tu connais combien de fois il a fallu te fournir l'effort pour avoir des sous et acheter un appareil photo, parce que ces appareils coûtent très cher. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que moi, mon appareil, je l'ai acheté à 450 000. Bien reçu, 450 000 francs. J'ai commencé la photographie, ça fait pas 6 mois. Ah ben ça fait pas 6 mois qu'il a démarré la photographie. Ça fait pas 6 mois, j'ai commencé juste avant, pendant la période du corona même, juste avant les fêtes, avant novembre, décembre, tout ça. Je vais me retourner vers Monsieur Sirmba. On se rend compte que chacun, en fonction de son activité, les réalités ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, vous êtes CIO d'une structure que vous avez montée. Si vous nous parlez des grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Parce que moi, par exemple, je ne sais pas si je suis entrepreneur, mais moi, je vends des stylos. Et quand je vends mes stylos, à un moment donné, quand c'est difficile, ça ne part plus. Écoute, souvent tu mets la main. Quand tu as un problème, on te dit, mais Marvin, il faut que tu me dépannes. Et je te rends compte que c'est une urgence, il faut que tu agisses. Tu mets la main dans les 2-3 premières pièces que tu avais commencé à vendre. Et puis tu tournes en rond, tu te rends compte que depuis 2 ans, tu ne fonces pas. Donc pour lui, c'est très difficile, il fonce. Mais moi, j'arrive pas. Je ne sais pas si je peux pas être entrepreneur. Mais parlez-nous de vos... Écoutez, il y a 1001 difficultés qu'un entrepreneur rencontre au quotidien. C'est vraiment fonction des agissements et de façon de se comporter des uns et des autres. Pour revenir à moi, la première grande difficulté, j'estime, et si d'ailleurs je pourrais partager à mon jeune frère qui est là un conseil, c'est d'être déterminé. Voilà, c'est ça, c'est la première grande difficulté. C'est-à-dire que chaque jour, comme je le répète, il faut se lever avec la même énergie. C'est-à-dire que si vous ne vous levez pas le matin et que vous dites, écoutez, moi je dois, comme on dit en jargon au quartier, je dois charbonner pour y arriver, vous allez avoir des périodes de moins bien. Et c'est dans ce genre de conditions que vous devez vous lever avec la même énergie. Et donc moi, pour revenir à la question, j'ai rencontré une première grande difficulté lorsque j'ai implanté l'entreprise, c'était sur les concepts des uns ou des avis des uns et des autres. Il fallait déjà enlever le stéréotype du fait que l'entreprise était physique. Et lorsque j'ai décidé d'ouvrir officiellement, j'ai arrêté ces stéréotypes-là. Parce que parfois, au départ, j'étais sur les réseaux sociaux et souvent il y a un abonné qui va te dire non, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous travaillez vraiment, qu'est-ce qui nous prouve que derrière j'aurai ma préinscription, etc., etc., etc. Et donc pour résoudre ce problème-là, j'ai dû de façon délibérée, avec agissement, oser à ouvrir une entreprise. Prendre un local, ça m'a coûté des fonds, d'ailleurs toutes mes économies, parce que j'ai été très méticuleux sur mes épargnes. Et c'est là où a été mon premier secret. C'est-à-dire que je n'ai pas reçu de financement de qui que ce soit. Je le répète toujours à qui veut l'entendre. Je n'ai pas reçu de financement de qui que ce soit. C'est parce que j'ai été très cohérent dans ma démarche. Et donc d'ailleurs, M. Jérémy en parlait tout à l'heure. J'ai été très cohérent dans ma démarche qui m'a permis d'être là. On s'est permis quand même un micro-trottoir sur la capitale, ici à Libreville. Nous allons regarder cet élément-là qui nous retrace en quelques minutes l'expérience de quelques jeunes compatriotes qui nous disent comment ils font pour trouver les financements pour lancer leur activité, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont liés. Regardons. La photographie est d'abord un art. Donc nous pouvons dire que pour tous les photographes qui exercent la photographie, le meilleur est d'abord de faire de très bonnes photos d'abord au client, et à travers ça, le client peut se sentir à l'aise et le client a une meilleure facilité de prendre les photos et un très bon prix
Nous pouvons aussi parler de l'aspect du prix, parce que nous remarquons que dans plusieurs quartiers, le boulot a été un peu perdu de sa valeur. Parce que nous avons certains photographes qui envoient des photos à des prix minables juste pour vouloir avoir quelque chose. Et normalement, nous devons respecter les lois, nous devons respecter le nombre de photos envoyées à certains clients pour que le boulot puisse toujours avoir son importance et que nous puissions toujours gagner normalement. Que les photographes doivent toujours chercher à mettre l'importance à ce que l'on fait et de ne pas toujours vouloir dénigrer le travail tout en prenant juste des photos, machin, et en vendant à des prix minables. On doit chercher toujours à faire évoluer notre business parce que c'est un business qui vient à peine d'être créé et nous devons faire en sorte qu'il puisse grandir et ne pas s'éteindre. Aujourd'hui, si je suis motivé, si je suis dans la rue aujourd'hui, c'est vu les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, la vie devient très difficile et il n'est pas facile d'attendre d'un parent ou d'attendre de quelqu'un pour pouvoir avoir quelque chose qu'on désire vraiment ou pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà pourquoi je me tiens là, ici un peu d'avoir ce qui me manque en fait. Au début, tout allait bien. Avec la pandémie de la Covid-19, les choses sont devenues très compliquées. Mais malgré cela, on s'en sort. Les étudiants aujourd'hui se lancent dans la photographie parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a certains qui vont au cours, qui payent leur cours avec, qui payent leur fascicule avec, qui payent leur taxi. Il y a même certains qui louent leur maison avec la photographie. C'est une activité qui aide les étudiants vraiment à faire beaucoup de choses et essayer un peu de ne plus être sous la dépendance des parents. Donc déjà, en fait, il y a des gens qui ont des appareils. Et quand une personne cherche à bricoler, en fait, à faire la photographie, vous voyez la personne qui a l'appareil et la personne vous remet l'appareil. Donc, quand vous travaillez la journée, les revenus que vous avez la journée, le propriétaire de l'appareil a son quota dedans. Il a sa part et le reste, ça vous revient. Maintenant, il y a d'autres aussi qui se débrouillent en ayant leur gros lot de la bourse d'étudiants. Ils achètent des appareils et ils viennent travailler avec. Rien n'est facile dans la vie. Quand on veut avoir quelque chose dans les poches, on va transpirer et travailler pour l'avoir. C'est d'abord le complexe de la tête. Il faut enlever cela de la tête. Ça va nous permettre de faire des petites bricoles que beaucoup de gens négligent alors que ça fait rentrer quand même assez d'argent pour qu'on puisse s'épanouir. C'est le conseil que je peux leur donner, d'arrêter d'être complexé et de se lever et de faire ce qu'il faut faire parce que rien n'est facile dans la vie. Quand on veut avoir quelque chose dans les poches, il faut se battre pour l'avoir. Monsieur Jérémy Zébian, je reviens avec vous. On se rend compte que les amis sur le terrain usent de tout type de stratégies comme ça pour séduire leurs clients. Je vais me permettre ce terme. On se rend compte que plusieurs ont différents types de sources de revenus. D'aucuns utilisent la bourse, d'aucuns utilisent l'épargne. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État pour accompagner les PME, pour encourager justement les jeunes start-upers à entreprendre? Alors justement, quand je parlais de contexte gabonais, on en revient. En fait, il faut comprendre que le Gabon est dans son écosystème entrepreneurial est doté de plusieurs moyens de financement de l'entrepreneuriat, mais à différents niveaux de vie du projet. Alors, à la création, lorsqu'on a juste une idée, au Gabon, il existe minimum chaque année 5 business compétitions dans lesquelles on peut postuler et gagner de l'argent. Moi, lorsque j'ai lancé au Kouméa, il me fallait 23 millions de francs CFA pour lancer l'entreprise. Je n'y ai pas mis 100 francs de ma poche. Tout ce que j'ai eu pour le lancement de cette entreprise, c'était le gain de mes victoires lors de différentes compétitions. Donc, lorsqu'on a une idée, soit on fait une business compétition, soit on prend dans son épargne, soit on va voir un de ses grands frères, un de ses oncles, etc. On ne va surtout pas vers la banque. La banque ne finance pas des idées, sinon nous tous on serait milliardaires. C'est clair. Après l'idée, donc on trouve son modèle économique et on commence à vivre. Donc au bout de 3, 4, 5 années d'existence, on peut aller voir la banque. Ouais. Et là, la banque va commencer à nous soutenir à très petite échelle. Ça va être des découvertes bancaires, ça va être des avances sur paiement. Ça, les banques gabonaises, toutes le font. Plus tard, dans la vie de l'entreprise, au bout de 10, 15 ans d'existence,
Vous pouvez aller voir des fonds d'investissement à l'international. Il y en a également ici au Gabon. Vous pouvez aller voir Okume Capital pour solliciter des financements. Et donc, en fait, aujourd'hui au Gabon, à tout niveau de la vie, il existe une entité qui est capable de mettre à disposition des fonds pour vous. L'erreur de certains entrepreneurs gabonais, c'est de se dire que lorsqu'ils ont une idée, ils vont aller à Okume Capital ou ils vont aller à la banque et ils vont recevoir du financement. Ça n'existe pas. Monsieur Sir Essonba, chaque matin vous vous réveillez avec la même dextérité ou sinon encore un peu plus. Parlez-nous des qualités que doit avoir un entrepreneur. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Moi par exemple, quand j'arrive pas à vendre, écoutez, je craque. Et puis quand j'ai besoin, je mets la main dans ce que j'ai vendu. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Et d'ailleurs, je voulais revenir vite fait sur ce que monsieur Jérémy Zébian venait à peine de dire. Et ça permet d'illustrer justement ma citation. Entreprendre, c'est faire la guerre. Entreprendre, c'est faire la guerre. Exactement. Voilà. Moi, je me lève avec la même énergie, sinon un peu plus chaque jour. Alors, je veux vous dire en fait, sur le coup, tout de suite, lorsqu'on décide d'entreprendre, la véritable première, ou du moins le véritable premier atout qu'on devrait mettre sur la table, c'est la détermination. Sans détermination, je suis certain et je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous créez une entreprise de mêle ferme. Voilà, parce qu'au quotidien, vous rencontrez de difficultés, au quotidien, vous rencontrez des péripéties dans lesquelles vous n'avez peut-être même pas imaginé y être, mais parce que vous vous levez avec la même énergie, parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez des points d'ancrage, et donc parce que vous pouvez y arriver. C'est bien compris. Voilà. Et là, c'est ce que disait peut-être M. Jérémy Zébian tout à l'heure. On se rend compte que plusieurs personnes lancent des boîtes, mais après qui n'arrivent même pas à avoir 3 ans. D'aucuns n'arrivent même pas à 3 ans en fait. Plusieurs lancent des boîtes qui n'arrivent pas à faire 10 ans, qui n'arrivent pas à faire 15 ans. Est-ce que vous, au niveau de votre activité, vous avez déjà pu déceler comme ça quelques faillances reconnues? Alors, déjà la statistique mondiale, c'est que lorsqu'on lance une entreprise, on a en moyenne 3 ans. 3 ans d'existence. Ouais. C'est une statistique mondiale. C'est-à-dire que même aux États-Unis, à la Silicon Valley, quand 10 personnes lancent une entreprise lundi, 3 ans plus tard, il n'y en a qu'une seule qui est sur le marché. La statistique locale au Gabon, c'est que 80% des entreprises meurent au bout de 3 ans. C'est une statistique de l'ANPI. Je vais aller beaucoup plus loin. Sur l'année 2019, 40 000 entreprises ont été créées à l'ANPI et seulement 15 000 sont réellement actives. Sur 40 000, 15 000 sont réellement actives. C'est vous dire que entreprendre, comme disait M. Steve Jobs, c'est le métier le plus difficile au monde. Quand on veut gagner de l'argent, on n'entreprend pas. On va trouver du travail. On va à la fonction publique. En juin 2018, justement, c'est un décret de loi que le gouvernement a sorti après un conseil de ministres. Pendant 3 ans, pas de recrutement, c'est gelé. Juin 2021 arrive, c'est des milliers de personnes qui sont en train de... Et j'ai envie de vous dire que ça, c'est les mauvaises motivations pour entreprendre. On n'entreprend pas parce qu'on est au chômage. On n'entreprend pas parce qu'on a perdu son boulot. Et il faut savoir distinguer les choses. Être un entrepreneur, c'est pas être un commerçant. C'est pas être un homme d'affaires. C'est pas être un investisseur. C'est complètement différent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche une innovation. C'est quelqu'un qui cherche à changer les habitudes de vie des uns et des autres, des consommateurs. C'est pas un commerçant. J'ai bien aimé le micro-trottoir avec les photographes. C'est des commerçants. C'est des gens qui cherchent à avoir un peu d'argent. Un peu des revenus chaque jour à leurs besoins. C'est des commerçants. C'est une activité classique. C'est pas un nouveau modèle économique. Formidable, c'est bien compris. Un entrepreneur, il cherche de nouveaux modèles économiques. Il se dit, ok, aujourd'hui, pour se faire des amis, on va en boîte, on va dans des chills et puis on se fait des amis. Monsieur Zuckerberg, il se dit désormais, moi, je vais faire en sorte que les gens, pour se faire des amis, ils prennent leur smartphone, ils rentrent dans une application et ils se font de nouveaux amis. Ils changent vos habitudes de consommation. C'est bien compris. Je crois qu'avec ces précisions, je me suis positionné, je crois que je suis un commerçant. Et c'est pas mauvais être commerçant finalement. Je vais me tourner vers Darwin. Dites-nous, vos aînés ici sur le plateau viennent de nous expliciter la notion de AGR et la notion d'entrepreneuriat. Après avoir écouté ça, comment tu te positionnes? Tu vas vers quoi? Mon aîné disait tout à l'heure que
Un entrepreneur, c'est celui, il a pris, par exemple, si vous voulez vous faire des amis, vous allez innover une application ou un site qui va vous permettre, au lieu de vous livrer, d'avoir des amis en ligne. Mais la première personne a songé à faire des images pour les transférer dans les smartphones. Pourtant, je crois qu'avant, c'est déplacé. Tu sortais de chez toi, tu allais dans un studio te faire filmer. Mais c'est lui qui a eu cette idée-là, de pouvoir filmer les gens dans des plages, dans des endroits publics, dans des marchés, dans des carrefours, même devant chez soi, on te filme. Quelque part, donc, il est considéré comme un entrepreneur. Ou je me trompe? Ah, mon aîné Jérémy. Ah, on va croire que ce n'est pas une question rhétorique là, ça ne l'est pas, voilà. Mais quoi qu'il en soit, tu peux poursuivre dans ton argumentation, hein, et l'idée pour nous ici est de savoir, tu le fais, ça fait 6 mois, est-ce que tu te vois sur 1 an, sur 6 ans, quelles sont tes perspectives par rapport à ton activité? D'accord. Est-ce que tu vas rester commerçant comme moi ou tu finiras entrepreneur comme… Nous sommes nombreux à faire de la photographie, des shoots, la photographie ambulante, mais nous n'avons pas tous la même vision. Moi, par contre, la photographie, déjà, on peut considérer ça comme de l'art. Et moi, lorsque j'ai acheté mon appareil, ce n'est pas pour demeurer shooter. C'est parce qu'à travers mon propre appareil, je peux créer, exemple, une page où je peux avoir des abonnés, où je peux avoir des contrats pour travailler. Je crois qu'on a des images dans le cadre musical. On a un cover. Je crois qu'on a des covers à voir sur les albums. Je peux travailler, je peux me lancer dans l'infographie. Je peux faire plusieurs choses, mais quitter de shooter quelque part à quelqu'un qui fait, on peut dire comme il a dit, de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui pourra apporter un autre apport à la photographie, à l'appareil. Je ne sais pas si j'essaye de me faire comprendre ou bien… Je sais comprendre, cher ami. Moi, je voulais un peu rebondir sur sa question parce que de base, je pensais que c'était une question rhétorique, okay. Mais il me semble que c'était une question soit adressée à Jérémy, mais à moi aussi, donc si je peux rebondir. Il voulait savoir s'il pouvait se qualifier comme étant un entrepreneur ou comme étant un commerçant. Ah ouais, du fait qu'il ait apporté l'innovation. Donc moi, de façon générale, on peut juste se référer à la définition de l'entrepreneuriat qui, derrière, est une personne qui crée de l'emploi, qui crée une entreprise. Donc à partir du moment où tu ne le fais pas, j'estime que tu ne l'es pas, tout simplement. Tu es encore un commerçant. Le message est passé. Voilà. Moi, j'ai envie de vous demander, monsieur Jérémy Zébian, vous êtes ingénieur financier. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'avis que l'éducation financière doit rentrer à l'école? Parce qu'on a démarré cette émission avec une interview de monsieur Abdoulaye Wade qui dit qu'en principe, quelqu'un qui sort de l'école doit se débrouiller. Pourtant, il n'a pas d'expérience professionnelle. Pourtant, il n'a pas tout le décor qu'il faut justement pour faire envoler une entreprise en termes d'expertise. Mais on lui demande à lui de se débrouiller, de voler de ses propres ailes. Est-ce que c'est une façon de dire que l'éducation financière ne doit pas rentrer dans notre éducation académique, éducation nationale? Je vous dirais que c'est dommage qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. C'est dommage qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. L'éducation financière, c'est la base. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'avoir des ressources font marcher une entreprise. Ouais. C'est pas vrai du tout. Je vous le dis, je vous ai dit qu'en voulant lancer au Kouméa, j'avais besoin de 23 millions de francs. J'ai gagné ma première business compétition où le premier prix c'était 5 millions de francs que j'ai reçu. J'ai utilisé cet argent pour aller épouser ma femme. Je ne l'ai pas utilisé pour l'entreprise. Donc c'est vous dire que avoir de l'argent, c'est pas toujours ce dont on a besoin pour faire bouger une entreprise. Ouais. Par contre, bien gérer son argent, c'est un gage de réussite. Pourquoi? Parce que si vous gérez bien votre argent, vous allez au moins découvrir la vraie raison qui fait que votre business ne marche pas. Ok. Vous allez comprendre que si votre business ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de clients, c'est parce qu'il y a trop de barrières à l'entrée, c'est parce que la réglementation est trop difficile. Pour revenir à la question de Darwin, Darwin a juste trouvé un nouveau moyen de distribution dans son business. Il n'a pas révolutionné la photo.
Vous voyez, aujourd'hui vous pouvez faire de la pizza, vous ouvrez une pizzeria, vous faites des pizzas et puis vous décidez de les faire livrer aux personnes qui commandent. Vous n'avez pas révolutionné le métier de pizzaiolo. Vous avez juste trouvé un nouveau moyen de distribuer vos pizzas. Donc vous avez été innovant dans vos circuits de distribution. Vous pouvez être innovant dans vos circuits de fabrication. L'exemple que je prends toujours, c'est McDo et KFC. L'innovation de McDo et KFC, c'est pas le poulet, c'est pas l'hamburger, les burgers. Les burgers étaient déjà connus. Par contre, c'est l'ergonomie des cuisines. Ils ont réussi à créer des cuisines qui leur permettent de préparer rapidement et donc d'avoir des repas faits dans un temps record. Ça, c'est une innovation. À ce moment, celui qui crée cette cuisine, il est entrepreneur. Mais le vendeur de burgers, il n'est pas entrepreneur, il est commerçant. C'est très clair. Je vais peut-être vous faire réagir là-dessus. Nous, on veut de l'argent. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas envie de dire que c'est la finalité de l'entrepreneuriat, mais on veut de l'argent. C'est la finalité du commerce. C'est la finalité du commerce. C'est la finalité du commerce. Et il faudrait que cette éducation rentre dans l'éducation nationale, je vais le dire comme ça, parce que c'est la finalité pour quiconque termine ses études. Il faut qu'il ait de l'argent. Il a eu 5 millions pour épouser sa femme. Il faut qu'on ait de l'argent. Parlez-nous de l'éducation financière. Quel conseil peut donner pour gagner de l'argent, M. Cyril Sonba? C'est le premier secret pour réussir son parcours entrepreneurial. Il faut être très bien éduqué financièrement. Si on ne l'est pas, encore une fois, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on perd en temps, on perd en énergie, et les financements qu'on pourra peut-être acquérir au bout de quelques temps sera estompé. Pourquoi? Parce que derrière, on aurait bousillé cet argent-là. Donc du coup, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait intégrer l'éducation financière dans le parcours académique de l'éducation nationale ici au Gabon. Aussi, dans un autre sens, d'ailleurs, j'aime bien le livre Père riche, Père pauvre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de le lire. Et à l'intérieur, ils expliquent bien entendu pourquoi il faut faire la différence entre très bien éduquer son enfant financièrement dès le bas âge ou envoyer son enfant à l'école et rien apprendre. Après avoir regardé cet élément, vous me donnerez raison, c'est un jeune compatriote qui se bat comme il peut et il nous raconte son histoire, comment il a fait pour trouver le financement, où il en est et surtout où il va dans cette activité. Regardons cet élément. Moi c'est Lucas, Bourdieu, ou encore Chris en tête. Je suis un jeune Gabonais, j'aime mon continent africain. Je me suis lancé dans le métier de vendeur, au marché de charbonnage précisément, parce que j'ai des charges. Je suis quitté de chez mes parents, j'essaie de me caser pour se constituer en capital. Je dirais que c'est simple, mais c'est dur parce qu'il faut se battre. Bon, personnellement, moi j'ai commencé par travailler pour quelqu'un d'abord. J'ai vendu des pyjamas d'abord, J'étais lanceur. Lanceur, c'est-à-dire, tu ouvres le ballot, tu appelles les clients, genre 1000 francs, 500, tu jettes en fonction de, voilà, en appelant les clients en fait. Voilà, tu appelais, je vendais des pyjamas comme ça. Pendant 2 ans, j'ai pas fait que des pyjamas. Je suis quitté de pyjamas à, comment on appelle, la robe pour femmes. Voilà, je suis quitté de pyjamas par robe pour femmes. J'étais toujours lanceur. J'étais lanceur. Je suis encore quitté là. Je suis maintenant parti dans ce qu'on appelle accosteur. Accosteur, c'est que je travaille pour quelqu'un, c'est-à-dire comme des jeans que j'ai là personnellement. Je prends un jean, je m'en vais sur le terrain, c'est-à-dire je m'en vais accoster des clients. Je présente ma marchandise, je dis voilà un bon pantalon, ma chérie, est-ce que tu peux venir voir s'il y a d'autres qui te plaisent? Ou il y a en gros en fait. C'est-à-dire, j'étais rémunéré à un prix en fonction de ce qu'on vendait par jour. Voilà. Si on vendait 20 000 par exemple, le monsieur pouvait me donner une affaire peut-être de 7 000 à 8 000. Je mangeais avec 3 000. Voilà, je mangeais avec 3 000. J'ai calé 5 000. 2 ans sont passés. Je me suis dit, bon, je vais voir un peu ce que je peux faire personnellement. Je suis un peu fatigué de travailler pour les gens. Voir ce que ça donne personnellement. Voilà, j'ai pris un en gros de jeans que vous voyez derrière moi. J'ai pris un en gros, je me suis dit, bon, accosteur, ça ramène un peu parce que tu prends en gros et tu peux revendre au prix pour avoir un peu plus de bénéfices. Voilà. J'ai commencé avec un maillot de jean de 100 000. Je suis venu, j'ai commencé mon business. C'était dur au début. Au début, c'était dur. Parce qu'il faut savoir, vraiment, il faut avoir un cœur. Les humeurs des clients, les caprices. Voilà.
La mairie, vraiment, je dirais pas qu'elle nous embête, elles font leur travail d'abord. Leur travail d'abord et ça, on refuse pas. Mais il ne faut pas aussi abuser. La police, comme je le disais aussi, ils font leur travail, mais ils abusent. En fait, ils abusent toujours un peu. Longori et Bollet. Voilà, Longori et Bollet, les gars. Bougez-vous. On essaie de baler, c'est liquidé, 500 madame. On dit les bonnes choses, 500. Monsieur Jérémy Zébian, c'était là l'expérience d'un jeune compatriote. Comment vous réagissez par rapport à ce que vous venez de voir? Très belle vidéo. Okay. En fait, je vois à la vie de ce jeune homme qu'il a réussi à toucher différents pans de son activité. Okay. Donc il a le profil idéal pour devenir un serial entrepreneur dans le domaine parce qu'il aura compris en fait dans son activité qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et en fonction de cette expérience, justement, il pourra avoir un impact concret sur toute la chaîne. C'est bien compris. Donc, c'est de dire que pour arriver à l'entrepreneuriat, on peut passer par activité génératrice de revenus. Bien sûr. Et par cette activité, tu peux voir justement les méandres de ton activité. Je vais faire une redondance. Et au regard de ces méandres-là, tu peux te permettre d'innover. Et cette innovation va déboucher à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et ça veut dire que je suis un bon élève, moi. Bien sûr. Vous assimilez très bien. Actuellement, j'accompagne 30 PME en Tunisie. Okay. Et hier, lors d'un entretien avec l'une de ces PME, quelqu'un m'a demandé, mais monsieur Nzé, qu'est-ce que vous aurez fait différemment dans votre parcours d'entrepreneur pour avoir peut-être plus de succès? Et je lui ai dit que lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je sortais à peine de l'école. Et j'étais convaincu qu'on pouvait devenir milliardaire avec une belle idée, une bonne formation et une bonne gestion. Et je me suis rendu compte par l'expérience qu'en fait c'est faux. Ce que j'aurais fait différemment, c'est qu'en sortant de l'école, j'aurais pris 5 ou 10 ans d'expérience professionnelle en travaillant pour quelqu'un, en travaillant à côté de quelqu'un, et ensuite je me serais lancé. Parce que le fait de travailler à côté de quelqu'un m'aurait fait voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quelles sont les erreurs à faire, les erreurs à ne jamais faire. Et cette expérience m'aurait permis de réussir ensuite mon parcours. C'est bien compris. Monsieur Sir Essonba, vous êtes CIO, je crois que c'est une expression américaine. Et lorsqu'on la ramène dans la francophonie, on parle de directeur général. Vous êtes le directeur général d'une boîte que vous avez mis sur pied, voilà, par vos propres efforts et par vos propres moyens. Et aujourd'hui, vous permettez à ce que plusieurs étudiants puissent obtenir des stages, vous créez de l'emploi. J'ai envie de vous demander à ce stade où vous êtes, est-ce que vous avez une quelconque doléance vis-à-vis de l'État? Est-ce que vous avez besoin de quelconque facilité? J'ai envie de savoir. Pas encore. Pas encore. Parce que d'ailleurs, monsieur Jérémy, il m'envoie généralement des demandes de financement. Il me met vraiment au parfum de beaucoup de choses. Okay. Et d'ailleurs, j'invite beaucoup de personnes à le contacter pour tout besoin en aide en matière de financement ou stratégie de communication. Même si, bien entendu, c'est peut-être pas son domaine. Mais en termes de financement, d'aide, de besoin de financement, il serait intéressant de le contacter. Après, il y a une pensée commune qui le dit. Avant de savoir ce que l'État peut faire pour toi, qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'État? Mais toi, tu as déjà fait quelque chose pour l'État, mais moi, je suis en train de te demander qu'est-ce que tu penses qu'à ce stade, l'État peut faire pour toi pour que cette entreprise prenne des proportions assurer la stabilité politique. Oui, bien sûr. Premièrement, déjà, c'est déjà une très bonne idée, parce que si la stabilité politique, si on n'est pas très stable politiquement, c'est clair qu'on va casser Wissimo une deuxième fois, et par la suite, les petits investissements que j'ai eu à faire partiront à la dérive. Non, mais je pense que si j'ai à demander quand même de l'aide à l'État, je demandais à M. Nzébian de me trouver une connexion de 500 millions de francs CFA. Et là, assurément, je pense que je ne peux plus devenir pauvre. C'est formidable. Et puis on le sait, vous l'avez dit, je le pense, c'est que l'État ne prête qu'aux riches. Et je pense qu'avec les préalables qui sont posés au niveau de sa structure, je pense que l'État devrait encourager. En fait, il faut faire la démonstration de cette richesse. Ouais. Okay. On n'est pas riche parce qu'on le dit. Comme je vous ai dit, quand on est un chef d'entreprise, on prend des décisions sur des données factuelles. Aujourd'hui, si je suis directeur général du fonds Okume Capital, j'ai 20 milliards de francs CFA à distribuer à des jeunes entrepreneurs. Je ne vais pas les distribuer à tout va. Lorsque M. Sir viendra vers moi, même si c'est un ami, je vais lui demander, OK, où sont tes états financiers? Qu'est-ce que ça génère ton business?
comment tu le pilotes? Je te prête de l'argent aujourd'hui pour les 5 prochaines années, mais qu'est-ce que tu as prévu de faire dans ces 5 années? Qu'est-ce qui me garantit que cet argent que je te donne aujourd'hui, tu pourras le rembourser sur les 5 prochaines années? Et c'est des données factuelles, il n'y a pas d'émotion. C'est pour ça que justement ma formation, c'est très bon. Ma formation d'ingénieur financier justement me permet d'avoir ce regard froid sur une activité, de se dire ok, on peut parler d'entrepreneuriat, de décennie de la femme, de tout ce qu'on veut, mais à la fin de la journée, on mesure une entreprise à ses chiffres. Si ces chiffres ne sont pas parlants, vous pouvez toujours dire tout ce que vous voulez. Alors ce sera peut-être la dernière question de ce numéro que je vais d'abord poser à Darwin ici présent. Darwin, comment tu gères ton financement? C'est-à-dire que tu travailles aujourd'hui, tu gagnes 10 000, demain 10 000, comment tu gères ton financement? Comment est-ce que tu prends de l'argent pour manger, pour boire, pour épargner? Très rapidement, explique-nous comment ça se passe s'il te plaît. C'est comme mes aînés disaient, il faut être d'abord organisé. Il y a certains sacrifices. Il y a des besoins que tu dois essayer de supprimer si tu veux avancer. Formidable. Donc, on va dire que si j'ai eu aujourd'hui 10 000, j'ai une somme fixée, on va dire 5 000, que je dois poser chaque jour. Donc, que j'ai envie de manger, j'ai envie de boire une bière, je me dois de me priver pour pouvoir avancer, pour que demain, ces besoins-là ne soient plus comblés à 12%. Voilà, que ça soit plus comblé minablement. Donc, je m'organise. Il y a des sommes que je me dois obligatoirement, si j'ai travaillé, d'épargner. Et d'autres, bon, ce qui reste en plus, je peux manger, boire, faire ce que je veux. C'est comme ça que je m'organise un peu. C'est bien compris. On va terminer ce tour de table avec M. Jérémy Zébian. Je me tourne vers M. Cyr Essonba. Ouais. Plusieurs entrepreneurs font cette erreur-là de confondre son portefeuille personnel au portefeuille de la structure. Comment est-ce que vous gérez cette situation? Déjà, j'ai très vite fait le rapprochement quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Et je me suis toujours dit que je devais me donner un salaire. Ok. Voilà. C'est-à-dire en fonction, bien entendu, de mes charges familiales, je me donne un salaire. Et si je n'atteins pas des objectifs, je ne mange pas. Formidable. Voilà. Formidable, c'est bon à entendre. Monsieur Jérémy Zébian, on va peut-être terminer par cette question, comme je le disais. Donnez-nous des conseils sur la gestion du financement pour qu'on n'arrive plus à faire comme moi. Quand j'ai des problèmes, je mets dans ce que j'ai déjà vendu. Je confonds le portefeuille personnel au portefeuille de la structure. Monsieur Jérémy Zébian, en préparant cette émission, on s'est rendu compte que ça dérange plusieurs. Alors, effectivement, Cyr a eu une bonne méthode de se donner un salaire et de se contenter que de ce salaire. La deuxième astuce, c'est de ne pas avoir soi-même la gestion de cet argent. Donc aller le déposer à la banque, avoir un comptable qui a la signature et de pouvoir le contrôler. Moi, ma recette de gestion d'argent, c'est que je donne tout mon argent à mon épouse et quand j'ai un besoin, je lui demande. Quand le besoin est valable, elle me donne. Quand c'est pas valable, elle ne me donne pas. Donc, simplement. Vous pouvez faire la même chose dans vos business, mais sachez très bien que plus votre activité augmente, plus les contraintes financières vont arriver. Et là, vous ne pouvez plus arriver à gérer de cette manière. Là, à ce moment. L'autre erreur que souvent les entrepreneurs font, c'est dès qu'il a un contrat de 10, 20, 30 millions, il se prend une assistante, il se prend un chauffeur. Ça, c'est des dépenses qui plombent vos revenus. Ouais. En fait, restez avec le strict minimum. Ouais. J'ai un de mes grands frères qui est DG d'une entreprise de la boîte et très récemment encore, il m'appelait pour me demander mon point de vue sur 2-3 questions comptables et il me rappelait que son obsession, c'était de ne pas s'asphyxier avec des charges inutiles pour l'entreprise. Et ça devrait être la contrainte de tous les entrepreneurs. La règle de base quand on fait du business, c'est de dépenser le moins pour gagner plus. Ouais. C'est bien compris. Merci pour ces précieux conseils. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Monsieur Darwin, vous êtes étudiant à l'Université Omar Bongo. Vous êtes shooter, je ne dirais pas photographe, c'est pour prochainement. Vous êtes shooter. Nous sommes en train de fermer cette émission. Sur quel mot vous souhaiterez nous dire au revoir? Je remercie M. Marvin de m'avoir invité sur le plateau. Ce fut un énorme plaisir de partager ces moments avec vous.
Sur la photographie, j'espère que ce que je nourris dans ma tête, dans mon esprit ou dans mes ambitions vont pouvoir voir le jour. Avec les petits conseils que j'ai pu voler, si on peut dire ça comme ça, de mes deux aînés ici dans ma compagnie. Merci, c'est vraiment gentil. Ça marche, la caméra est sur vous, monsieur Sir Essonba. Ce que je dirais aux entrepreneurs, ou en général, ce qu'on peut retenir comme leçon de notre échange aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un monde de requins. Voilà, il faut être assez outillé, armé pour résister. Il faut être un lion, comme on va dire. Il faut être un lion. Et j'aime toujours dire, et c'est ma citation, il faut suivre. Ok. Monsieur Jérémy Zébian. Écoutez, moi j'encourage toutes les personnes qui veulent se lancer à le faire parce qu'aujourd'hui, 10 ans après, j'ai envie de dire qu'on a réussi à mettre dans la tête des jeunes et du Gabonais la notion d'entrepreneuriat. Maintenant, il est temps de se créer une classe d'entrepreneurs à succès. Yes. De les identifier, de les voir, pour justement donner le modèle à ceux qui viendront derrière. Et donc, j'encourage tous ceux qui se lancent à le faire. Je félicite grandement des noms comme Monsieur Dafresh avec Urban FM, qui ont plus de 10 ans, Monsieur Willy Aseko avec LTC qui a plus de 10 ans, Monsieur Eric Bundono avec Vocal Centre qui a employé des milliers de Gabonais dans son call center et des exemples comme ça. On en a plusieurs. Monsieur Oima je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allé au Congo, Brazzaville, dans le cadre professionnel et j'avais besoin de faire un retrait. Donc je suis chez BGFI et lorsqu'on m'a indiqué le guichet de BGFI et que je suis arrivé devant la tour BGFI, j'ai été fier d'être Gabonais. C'est bien compris. J'ai été fier. Je me suis dit, le business gabonais est là, c'est un magnifique immeuble. Et je me suis dit, ok, c'est quand un Congolais voit le Gabon, il voit ça. J'ai été fier de ça. Donc c'est des exemples, on peut en citer plusieurs, Monsieur Bikalou, il y en a plusieurs comme ça. La liste est non exhaustive, comme on dit. Donc aujourd'hui, il faut justement qu'on réussisse à créer cette classe d'entrepreneurs. De se dire la politique, c'est bien, la fonction publique, c'est bien, l'entrepreneuriat, c'est pas mal aussi. C'est bien compris. Alors j'envoie comme ça mes remerciements à Monsieur Darwin, à Monsieur Cyr, à Monsieur Jérémy Zébian. Merci vraiment de tout cœur d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et à vous tous qui nous avez regardé, retenez que si vous voulez être le patron de vous-même, si vous voulez avoir du temps libre, si vous voulez être chef et tout ce que vous voulez, sachez que l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous. Mesdames, Messieurs, que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. À très bientôt pour un nouveau numéro.